Bonjour, bienvenue pour cette présentation de la dernière création de la marque japonaise aux 2 étoiles. Il s'agit cette fois du dernier Cruiser Tank sorti à la fin de l'année 1944 et qui n'arrivera sur le terrain d'opération qu'en petit nombre en 1945 et qui s'appelait le Comet. Les plus observateurs trouveront à ce Comet de grosses ressemblances avec un kit sorti en 1997 et lui déjà 25 ans, qui s'appelait alors le Cromwell. Cette ressemblance est bien évidemment fondée, mais quand on n'est pas un spécialiste du matériel anglais, il est tentant de croire que le Comet n'est qu'une simple évolution du Cromwell sur lequel on aurait greffé une tourelle plus grosse. Et ceux qui s'imagineraient que dans la foulée, Tamiya a uniquement ajouté quelques nouvelles grappes à son vieux kit auront bien évidemment tout faux. Pour vous en convaincre, je vous propose d'explorer ensemble la notice de ce nouveau Comet, ce qui me permettra de vous apporter quelques commentaires au passage. Le montage de notre Comet va commencer par la caisse. Depuis plusieurs années, Tamiya moule ses caisses à plat, le Comet n'y échappe pas, nous en avons l'habitude maintenant. Pour un parfait équerrage, on pourra s'appuyer sur 2 cloisons internes, aucun risque ainsi d'avoir un mauvais montage. Les bras de suspension seront pris en sandwich entre 2 plaques de blindage, la suspension Christie classique des chars anglais. Passons maintenant au-dessus de caisse. On remarque notamment les trappes d'accès latérales qui pourraient être en position ouverte, toujours intéressant. Une trappe de vision pour le conducteur aussi qui pourrait être placée en position ouverte. Par contre, la plage moteur semble monobloc. Juste une ouverture pour la grille d'aération que nous irons voir plus tard. Ah, intéressant, une chaise de route, c'est une première sur un char anglais. Avec la phase 12, nous attaquons le train de roulement. Contrairement au Cromwell, on notera la présence de 4 galets de retour par côté. Les essais lors de la mise au point du Comet ayant prouvé la pertinence des galets et un meilleur rendement et surtout moins de déchenillage. La phase 13 attire notre attention sur le 3e galet qui possède un ergot de positionnement pour la chenille. Les grandes roues de route, les barbotins et les roues tendeuses ne sont pas dotés des bagues nylon, pourtant bien pratiques pour la mise en place. Vous savez que maintenant les chenilles souples en vinyle sont définitivement remplacées par des pièces en injecté, alternant des patins individuels et des sections de différentes longueurs. La partie haute laisse clairement entrevoir un léger fléchissement parfaitement reproduit par Tamiya. Gageons que tout s'assemblera au millimètre près, mais je n'ai aucun doute à ce sujet. Les chenilles du Comet n'ont plus rien à voir avec celles du Cromwell, elles sont notamment bien plus larges. Le train de roulement ne serait pas complet sans de bons garde-boue, qui semblent correctement détaillés. Les coffres latéraux et le lot de bord sont fixés à ce stade, aucune difficulté en vue. Viennent ensuite tous les équipements de la caisse, les feux de route avec leur protection, les crochets de remorquage avec des manilles et un câble en 6 pièces. La partie arrière reçoit le caisson logeant le téléphone pour la liaison avec l'infanterie d'accompagnement. Tamiya a même prévu le câble d'alimentation. On trouve enfin un crochet de remorquage qui permet de tracter une pièce de 17 livres. Pour terminer la partie arrière, il nous reste à mettre en place les 2 générateurs de fumée, mais surtout les gros capots destinés à dissiper les fumées d'échappement. Un gros problème non résolu sur le char. Avec les pièces A13, Tamiya a prévu les 2 plaques qui obstruent les sorties des pots d'échappement. Ces pots d'échappement ne seront opérationnels que pour les modèles d'après-guerre. Nous attaquons ensuite la tourelle qui est entièrement soudée. Le blindage frontal est porté à 102 mm pour seulement 63,5 sur les côtés et 20 mm pour le toit. Le tourello du chef de char semble parfaitement détaillé. Le système de visée n'est pas facile à reproduire et visiblement Tamiya s'est donné du mal pour nous proposer quelque chose de simple et réaliste à la fois. Les épiscopes et leur protection viennent prendre place sur la tourelle. Le mantelet du canon est recouvert d'une bâche qui évite à la poussière de s'infiltrer. Le canon vient se loger dans cette bâche et ne sera donc pas mobile. Il est proposé de façon astucieuse en une pièce monobloc avec un demi-frein de bouche ajouté sur le côté droit, ce qui va réduire le plan de joint à sa plus simple expression, c'est pareil une bonne trouvaille. La nuque de tourelle elle est garnie d'un gros caisson sur lequel seront fixés 2 extincteurs typiques britanniques. On trouve aussi un phare de recherche avec une glace en plastique transparent qui se montre sur le côté. La tourelle se termine avec quelques équipements pour le levage et la fixation de patins de chenilles de rechange. On trouve aussi quelques accessoires, casques, étuis en tissu qui sont proposés pour compléter les 2 magnifiques bustes des membres de l'équipage. Ceux-ci sont proposés en tenue de toile forte doublée, le fameux tank suit distribué en hiver aux équipages,
Ce choix de tenue est pertinent quand on sait que le Comet n'arrivera sur le terrain que dans l'hiver 44, voire le printemps 45, sur le front nord, en Hollande, puis en Allemagne. Bien évidemment, pour permettre la mise en place de ces magnifiques figurines, Tamiya a soigné le détail des faces internes des trappes de tourelle, qui termine ainsi le montage du char. Tamiya nous propose les marquages pour 2 engins de la 11e DB, qui a été la seule unité entièrement équipée de Comet. Après la partie théorique, il est temps maintenant de jeter un œil sur les pièces en plastique. Je vous propose de commencer par la grappe A, qui est livrée en double exemplaire. On remarque de suite les sections de chenilles. Comme observé sur la notice, certaines pièces ont une forme de vague, simulant à merveille l'effet de fléchissement de la partie haute de la chenille. Les grandes roues de route ont chacune 6 pré-trous qu'il sera bon de percer avec un petit forêt pour qu'elles soient vraiment parfaites. Elles ont un moyeu central qui sera accolé sur un ergot de positionnement. Les bras de suspension sont moulés verticalement très proprement. On voit ici une partie de la roue tendeuse, l'extincteur typique des Anglais. À droite, la pièce A13, c'est une des 2 plaques boulonnées sur l'arrière de la caisse, donc qui seront ôtées plus tard pour laisser passer les pots d'échappement. Les galets de retour avec la partie interne de la roue tendeuse. Les moyeux des roues de route et un épiscope, les crochets de remorquage avec leur large cordon de soudure. Toutes ces pièces sont quasiment parfaites, on n'a pratiquement pas de plan de joint à poncer, impeccable. La grappe B maintenant, elle regroupe les grosses pièces qui vont constituer la caisse, qui est moulée à plat comme nous l'avons vu précédemment. Ce qui attire de suite le regard, ce sont les 2 figurines. En fait, ce sont 2 magnifiques bustes à la gravure impeccable, y compris les visages qui sont expressifs à souhait. Le dessus de caisse avec le nouvel anneau de tourelle élargi. On remarquera les découpes pour les trappes latérales. Si les épiscopes sont moulés dans la masse, leurs protections, elles, ne le sont pas. Nous avons un emplacement vide pour un ventilateur au centre. Les cloisons internes ne sont pas de simples renforts, mais de véritables pièces gravées. Par contre, à vous de continuer à créer le reste à l'intérieur. La plage moteur, elle est compacte, avec juste un emplacement vide pour recevoir la protection de l'entrée d'air. Les trappes d'accès sont fixes, hélas. Sur la grappe C maintenant, on trouve d'un côté des éléments de la caisse, avec notamment les garde-boue au grand complet, et de l'autre les bases de la tourelle. Les plaques de protection de la suspension Christie, comme on le voit, sont largement dotées en boulons. La tourelle est entièrement soudée, donc aucun boulon de ce côté. Par contre, de beaux cordons de soudure, comme ici autour du tourelleur du chef de char. On remarquera aussi le départ du câble d'alimentation pour le phare de recherche latérale. Le masque du canon se laisse deviner sous sa bâche anti-poussière, fort bien représentée, avec ses renforts sur le dessus et les ondulations de la toile, même s'il manque quelques petites coutures par-ci par-là. La grappe D est certainement la plus fournie de toutes. Elle regroupe toutes les pièces qui n'ont pu être logées ailleurs. Le câble de remorquage est finement reproduit sur son support. Il ne manque que les extrémités pour compléter le tout. On aperçoit les trappes latérales de la caisse. Elles sont superbes, mis à part les poignées moulées dans la masse. Il serait bon de les refaire en tige laiton pour plus de réalisme. La pièce la moins convaincante est certainement la mitrailleuse moulée d'un bloc. Il faudra à minima percer l'extrémité du canon. Malgré les efforts notables de Tamiya, le support d'antenne en injecté restera toujours trop épais. La contrainte du plastique oblige, en attendant des pièces en impression 3D. Le même challenge se reproduit sur les viseurs de toit en 3 éléments. Par contre, les trappes de tourelle sont superbes, notamment les intérieurs rembourrés. Le tourelleau du chef de char est simple à monter en 2 pièces qui se superposent, tout en conservant un très haut niveau de détail. Sur la protection d'entrée d'air du haut, il serait bon là aussi de refaire les 2 poignées en tige laiton. Et bien que moulée dans la masse, la grille du moteur a un bel aspect. L'aspect fonderie est bien rendu sur la protection de la mitrailleuse de caisse. Au-dessus, nous trouvons la chaise de route. Et en dessous, le caisson abritant le téléphone de liaison. À droite se trouve le premier modèle de déflecteur des gaz d'échappement. Tamiya nous propose une option avec un second déflecteur, à vous de choisir le vôtre. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le canon est certainement la pièce la plus astucieuse, avec un tube moulé dans la masse, donc pas de joint de collage pour vous compliquer la vie. Le frein de bouche est en 2 parties, seul un demi-frein de bouche est accolé. Si vous observez bien la grappe G,
vous verrez qu'elle vient en fait du kit du Somua. Ici, nous allons uniquement utiliser la pièce G1, la glace du phare de recherche latéral. En conclusion, on peut dire que ce comète est fidèle à la philosophie de la marque, qui consiste à nous proposer des kits extrêmement détaillés et simples à monter. Il n'y a vraiment aucune difficulté pour le montage dans ce comète. Mais au global, encore un maximum de plaisir en perspective.